Les jeunes ne connaissent pas bien Aimé Césaire, ils ne connaissent pas bien Gautron Damas. Césaire, Damas et Senghor ont lancé le mouvement de la négritude. Certains disent que c'est Damas qui a utilisé le concept de négritude. Georges Patmore, un grand révolutionnaire, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup d'entre eux sont des Caribéens. Ils sont de Trinidad et Tobago, ils sont de la Jamaïque et autres. Ensuite, beaucoup de jeunes ne connaissent pas Kwame Nkrumah, ou ils le connaissent de nom, mais ils n'ont pas encore étudié son œuvre. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas Du Bois. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas Abdoulaye Ly. Abdoulaye Ly qui était un des grands combattants, le premier docteur en histoire de l'histoire du Sénégal, qui est décédé il n'y a pas trop longtemps, mais qui jusqu'à l'âge de 90 ans était en train de mener des combats, de participer à des réunions de cellules et qui donnait son avis sur toutes les grandes questions, qui était un militant jusqu'à l'âge de 90 ans et plus. Et Abdoulaye Ly, il n'est pas très connu. Toute la vie a été une vie de combattant. Il n'est pas connu des jeunes. Allez faire des recherches Google, allez lire ses livres et vous comprendrez qu'il y a de grandes figures tutélaires du combat panafricain ici au Sénégal. Un autre grand Africain s'appelle Marcus Garvey. Vous l'entendez dans les chansons de reggae, mais Garvey, c'est plus que des chansons. Garvey est le premier à dire « Vive les États-Unis d'Afrique ». Et c'est un Jamaïcain d'origine qui a vécu aux États-Unis. Garvey avait un pouvoir entrepreneurial. Il a créé une compagnie maritime, Black Star Airlines. Ensuite, il a créé The Negro World, un journal qui a fait le tour du monde. Dans les années 20, le journal de Garvey, je suis sûr qu'il arrivait à Thiès, parce qu'il arrivait à Saint-Louis, à Rufisque, à Gorée et à Dakar. Le journal de Marcus Garvey, pour réveiller le monde noir, leur demande de s'organiser pour la révolution panafricaniste pour les États-Unis d'Afrique. Garvey est le premier à avoir dit l'Afrique aux Africains. Et Garvey est le premier à avoir dit ne faites pas d'erreur. Il n'y a pas deux types d'Africains. Les Africains qui sont en Amérique, en Jamaïque et tout, et vous autres, il dit il y a un seul peuple africain avec un segment qui a été malheureusement arraché au continent et qui vit dans les Caraïbes, et un autre segment qui vit en Afrique. Donc nous sommes un seul peuple. One nation, one people. Le peuple africain, la nation africaine. Ça, c'est Marcus Garvey. Mais il est mort, isolé, abandonné de tous. On lui rend pas l'hommage. Moi, quand je parle des trois piliers du panafricanisme aujourd'hui, je parle de Garvey, je parle de Nkrumah, et bien sûr, je parle de Cheikh Anta Diop, avec des raisons sur lesquelles peut-être je ne pourrais pas trop m'étendre. Le mot panafricanisme a été inventé, créé ou utilisé la première fois par un Africain de Trinidad et Tobago et qui s'appelle Sylvester Williams. Henry Sylvester Williams. C'est le premier à avoir utilisé le mot panafricanisme. Il a été étudié à New York. Il a été cireur de chaussures pour payer ses études parce qu'il voulait défendre l'Afrique et les peuples noirs. Et après, c'est lui qui a créé la première conférence des Africains à Londres, parce qu'il a migré à Londres. Et c'est de là-bas que sont partis le mouvement des conférences panafricaines, et qui se sont terminées à Manchester avec les Kwame Nkrumah. Je crois même que le président Abdoulaye Wade s'était rendu là-bas. Et l'ancien président Jomo Kenyatta était là-bas. Et tous ces jeunes Africains à l'époque sont allés rencontrer les Africains de la diaspora. Et à partir de là-bas, le mouvement panafricaniste est parti. Et Nkrumah a réussi le grand exploit de libérer le Ghana en 1957 et de créer la première république africaine indépendante, Kwame Nkrumah. Et il dit l'indépendance du Ghana n'a aucun sens, aucune importance si les autres pays d'Afrique ne sont pas indépendants et si ces pays indépendants ne forment pas les États-Unis d'Afrique. C'est ça le combat de Nkrumah. Et ensuite, bien entendu, Nkrumah s'est rendu au fameux sommet dont parlait mon petit frère Madiakhaté, le sommet de 1963. Je vous jure, il faut noter cette date. 1963 a été le tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est là que la catastrophe s'est produite. Nos dirigeants, fraîchement indépendants, se rendent dans un congrès, une réunion pour décider comment on va organiser l'Afrique, comment on va gérer les indépendances, comment on va gérer l'émancipation du continent. Nkrumah prend la parole, Senghor prend la parole, Modibo Keïta prend la parole, Nyerere prend la parole, Sékou Touré prend la parole. Que de grands noms, que des figures emblématiques.
Il n'y a que Nkrumah qui a dit clairement ce qu'il fallait faire. Nkrumah leur dit, nous venons d'avoir l'indépendance. Certains de nos pays n'ont même pas d'ambassade encore. Il dit, ce que nous devons faire, c'est aller directement aux États-Unis d'Afrique. Et si nous créons les États-Unis d'Afrique, le lendemain, nous sommes une puissance mondiale. Nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons beaucoup de compétences qui émergent. Nkrumah dit, l'Afrique concentre toutes les richesses du monde pratiquement. Si nous ne créons pas une armée commune africaine, on va être attaqué. Nkrumah leur dit, créons une zone monétaire commune africaine, un marché commun africain, une monnaie commune africaine. Vous vous rendez compte que la CEDEAO vient de décider maintenant qu'on va avoir une monnaie commune africaine en 2020. Nkrumah le disait en 1963. Donc nous avons 57 ans de retard sur Nkrumah. Mais c'est déjà bien. Mais encore que l'écho, si j'ai le temps j'en parlerai, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est faisable dans les conditions actuelles? Mais Nkrumah déjà le posait en 1963. Nkrumah leur dit, faisons une diplomatie commune africaine, parlons d'une seule voix. Parlons d'une seule voix en tant qu'Africains. Il dit, faisons un commerce extérieur africain commun. Un commerce extérieur commun, une diplomatie commune, une armée commune, une monnaie commune, etc., etc. Ce que les gens n'avaient pas compris, et qui étaient des chefs d'État, des leaders dans la salle, ils avaient cru que Nkrumah voulait aliéner leur souveraineté, leur indépendance. Ce qui n'a aucun sens. Si vous connaissez le principe du fédéralisme aux États-Unis d'Amérique, est-ce que vous croyez que le président des États-Unis d'Amérique peut empiéter sur la souveraineté de l'État de Californie, empiéter sur la souveraineté de l'État de New York, de l'État de Minnesota, de l'État de Alabama? Il n'ose même pas. Voilà des États indépendants et souverains qui ont décidé, un, d'être interdépendants, et deux, de mutualiser leur souveraineté dans des domaines précis. La monnaie, le dollar, la défense commune, l'armée américaine, ensuite le commerce extérieur commun, ensuite la diplomatie américaine. C'est terminé. Tout le reste, et maintenant, bien entendu, la solidarité fédérale. C'est-à-dire quand un État, Alabama, est attaqué par des inondations, tous les autres États réunissent une partie de leur budget qu'on met à la disposition d'Alabama parce qu'on est dans la même fédération américaine. Mais la Californie et Alabama, c'est le Sénégal et la France. La Californie a un niveau de développement égal à celui de l'Allemagne. Alabama, il n'y a pas encore longtemps, 20 ans, 30 ans peut-être, il y a des zones qui n'avaient pas de l'eau courante. Il y a des zones qui avaient encore des problèmes d'électricité. C'est pour dire que le fédéralisme ne veut pas dire aliéner les pays de leur souveraineté, aliéner les pays de leur indépendance, et ne veut pas dire égaliser tout le monde par le bas ou par... Au contraire, on veut tirer tout le monde vers le haut. Les plus avancés cotisent un peu plus, les moins avancés cotisent un peu moins. Mais on met tout ça ensemble et on mutualise. C'est ça le fédéralisme. Mais ici en Afrique, moi j'ai été à des réunions de l'Union africaine où des frères et sœurs de la SADC, les pays de l'Afrique australe, disaient, mais écoutez, Gadio, vous avez eu l'indépendance depuis 60, vous avez négocié. Nous, on a fait la guerre, on a perdu beaucoup de gens, on vient d'avoir notre souveraineté. On est en train de célébrer cette souveraineté, vous nous dites de renoncer pour aller à vos États-Unis d'Afrique. Ça n'a pas de sens. Et on leur dit, ils disent, vous avez connu votre indépendance, tcha-tcha-tcha, comme ils disent. Vous avez dansé, vous avez célébré pendant 20, 30 ans. Maintenant, nous, on vient juste de célébrer. Laissez-nous fêter encore un peu notre indépendance. On parlera après. Le drame, c'est qu'ils devaient apprendre de nos erreurs, au lieu de faire répéter les mêmes erreurs. Est-ce qu'entre nous, le Sénégal, le Mali, la Guinée, est-ce que nous sommes des pays souverains? Souverains dans le sens que défendent les souverainistes africains. Comme quoi nous sommes des États indépendants et souverains. On se tape la poitrine, on dit État indépendant et souverain. Quelle souveraineté? Quelle souveraineté? Ça, j'y reviendrai assez vite. Chers amis, j'ai trop de choses à vous dire, je n'ai pas assez de temps pour le dire. Je vais aller simplement aux questions qui m'ont été posées. Et je vais essayer de proposer des réponses. Les jeunes veulent savoir quelle doit être la contribution des États africains aux États-Unis d'Afrique. Première contribution, c'est de comprendre qu'en 1963, on était 32 États.
indépendants, 32. On s'est engagé dans la voie du panafricanisme et de l'unité africaine. Résultat, on est 54 États. Au lieu d'être un État fédéral, Cheikh Anta Diop, le grand Cheikh Anta Diop, disait que le destin de l'Afrique, du moins il disait qu'il est urgent, il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Les Africains ont toujours été fédéralistes par l'histoire. L'empire du Manding, l'empire Songhai, l'empire du Tekru. On n'a jamais été dans de petits ensembles et de petits États. On s'est toujours regroupés. Et dans l'empire Manding, vous avez le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée. Nous étions tous ensemble. Quand on était dans l'AOF, on était tellement unis qu'on avait un seul ministre des colonies et un seul gouverneur général. Et pourtant, ça a marché. Nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont bien pu fonctionner. Donc, cette histoire de l'Afrique, chacun peut se construire par lui-même, ce n'est pas vrai. Et les Toubabs, comme on dit, l'ont tellement bien compris que quand ils sentaient que l'indépendance était inéluctable, ils nous ont proposé de nous fractionner en soi-disant territoire, le territoire du Sénégal, le territoire du Soudan français, le territoire de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Conséquence, c'est que nos chefs d'État, à partir de la conférence de 1963, qui a vu naître non pas les États-Unis d'Afrique, mais l'OUA, une simple organisation de coopération, nos chefs d'État essayent soi-disant de construire une nation, un État national. Depuis 1960, quel est le résultat? Quel est le résultat? C'est pour ça que je dis, nos pays doivent changer, accepter de changer de paradigme. La première chose qu'on demande aux États africains, c'est que s'ils sont d'accord, comme le disait un brillant universitaire sénégalais, Felwine Sarr, quand quelque chose n'a pas marché, il disait en réalité, il parlait de quelque chose, il dit, ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché, non, ça ne marche pas, ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. Moi, je prétends que le modèle de développement que nous avons construit, le refus des États-Unis d'Afrique, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, et ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. J'en suis convaincu. On va faire perdre du temps aux Africains pendant encore 50 ans, et d'ailleurs l'Union africaine a osé, je le dis clairement, parce que je suis très opposé à ce qu'ils ont fait. Ils sont allés nous créer l'agenda 2063. C'est-à-dire, après avoir, de 1963 à 2013, l'Union africaine et l'OUA n'ont pas réussi leur objectif d'unir l'Afrique, de développer l'Afrique, de ramener la paix en Afrique. Ils nous disent maintenant, écoutez, donnez-nous encore 50 ans. Moi, je dis non, pas de rallonge, parce que si vous prenez 50 ans, comme je dis souvent pour me moquer un peu, je dis, vous devez signer au bas de votre accord que vous serez là en 2063 pour qu'on fasse le bilan ensemble. Le monde est sous le coup de l'urgence. Chaque 10 ans, nous avons un monde différent. Et on vous donne un plan pour 50 ans. Ça n'a aucun sens. Alors quand je vois des gens, je les respecte, hein, parce que quand vous êtes dans des institutions, on dit on a adopté l'agenda 2063, vous suivez la vague. Mais à y réfléchir de près, l'Afrique devait avoir un agenda par 10 ans, par 15 ans, maximum 20 ans. Mais un agenda de 50 ans. Et moi, je connais les personnes qui sont derrière cet agenda. Et s'ils veulent, on est prêt à les débattre, à les rencontrer quelque part devant tout le monde, à leur montrer que ce qu'ils ont fait n'est pas juste, n'est pas optimiste, c'est de l'afro-pessimisme pur et dur. Parce que dire que l'Afrique ne pourra s'en sortir que d'ici 2063, ce n'est pas bien. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc nous, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Les États africains doivent, eux, reconnaître l'erreur de leur paradigme, deux, reconnaître qu'on ne peut pas arrimer l'espérance africaine à un agenda 2063. Ensuite, les grands projets qui existent aujourd'hui, ZLECA, zone de libre-échange économique, l'ECO, Cheikh Anta Diop, 1975, quand nous avons créé la CEDEAO, il dit, vous voyez, les États africains sont têtus. Ils ont créé en 1963 une organisation, l'OUA, et ils ont refusé de créer une union politique. Il dit, la politique précède l'économie. La politique dirige l'économie. Unissons-nous d'abord, on crée une fédération des États de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite, on pourra développer
l'intégration économique, la libre circulation des biens, des personnes, etc. Il dit qu'ils ont fait une erreur, d'ici quelques années, ils vont se rendre compte de leurs erreurs. Parce que nos chefs d'État ont créé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas créer la communauté politique. Aujourd'hui, la CEDEAO a atteint sa limite. Vous avez vu, on crée la ZLECA, le Nigeria ferme ses frontières au Bénin, au Niger, au Tchad, etc. C'est ça la difficulté de réaliser une union basée sur l'économie. C'est ça la difficulté de créer une union, non pas basée sur une alliance politique, mais sur de l'économie. Cheikh Anta disait, il a raison, l'économie c'est le domaine de la compétence. L'union, c'est le domaine de l'idéal que nous voulons. Si nous étions unis, on peut prendre le budget fédéral de l'Afrique de l'Ouest, aider un pays comme le Burkina, aider un pays comme le Niger, etc. Mais si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas comprendre qu'on prenne l'argent du Sénégal pour l'amener dans un autre pays. Mais l'union politique permet de comprendre que si le Niger a toutes les infrastructures nécessaires, ce pays est un pays d'élevage, c'est un pays agricole qui peut énormément apporter à toute la sous-région ouest-africaine. Donc, continuer à créer des organisations économiques en refusant de créer une union politique, ça va nous retarder. Alors, je pense qu'il faut demander à nos États de se réengager dans le processus politique de ce qu'on appelle le destin fédéral de l'Afrique. S'ils sont d'accord pour qu'on crée les États-Unis d'Afrique, qu'ils le disent à nouveau. Est-ce que vous savez qu'en 1960, beaucoup de pays avaient mis dans leur constitution, le Sénégal, le Mali en particulier, nous sommes prêts à renoncer en partie ou totalement à notre souveraineté pour construire l'unité africaine. Aujourd'hui, c'est sorti presque de toutes les constitutions et ces États-là nous disent qu'ils sont fédéralistes. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque part où ils ont renoncé au projet fédéral et ils croient qu'ils peuvent bâtir 54 États. Alors, moi je pose la question, si le paradigme du développement de l'Afrique adopté par nos États est un bon paradigme, pourquoi après 60 ans, il n'y a pas un seul pays africain émergent? Je prétends qu'il n'y a pas un seul pays africain émergent. Si le modèle était bon, un des pays d'Afrique qui avait le même niveau de développement que la Corée du Sud serait au même niveau que la Corée du Sud, comme un seul pays africain. La Corée du Sud aujourd'hui équivaut à 25 pays d'Afrique en termes de PIB, 25. Alors qu'en 1960, la Corée du Sud était à un peu plus de 2 milliards de PIB, le Sénégal à 1,2 milliard, la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient très proches de la Corée du Sud en PIB. Aujourd'hui, la Corée du Sud a multiplié son PIB plus de 400 fois, parce qu'ils sont à 1500 et quelques milliards de dollars. Le Sénégal est à 15, on a multiplié par 10, ils ont multiplié par 400. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ils n'ont pas de pétrole. Ils ont réglé les fondamentaux du développement, agriculture, éducation, santé. Et comme disait Cheikh Anta Diop, ils ont éduqué leurs enfants en coréen. Nous, on éduque nos enfants en français. Cheikh Anta a dit qu'on n'a pas vu de pays qui s'est développé dans la langue d'autrui. Jusqu'à présent, l'histoire continue de lui donner raison. On ne connaît pas un pays qui s'est développé dans la langue d'autrui. Les Chinois sont développés en chinois, les Japonais en japonais, les Coréens en coréen, et nous, Africains, on se développe dans la langue d'autrui. Et ça crée tous les problèmes que nous avons dans notre système éducatif. Donc c'est pour dire que si la Corée du Sud peut passer de 2 milliards de PIB à 1500 milliards en 50 ans, qu'est-ce qui est arrivé aux pays africains? La Corée du Sud existe depuis 5000 ans. Le Sénégal existe depuis 50 ans. Le Sénégal, créé par le système colonial. Mais la Sénégambie, l'empire du Gabou, existe depuis des siècles. Le Sénégal, sans la Gambie et la Guinée-Bissau, est-ce que nous pouvons y arriver? Je ne suis pas convaincu. La Guinée-Bissau ne traverse que des problèmes. La Gambie a eu ses problèmes. Et bon, le Sénégal est l'entité la plus grande, on est donc plus stable que les autres. Mais on ne peut pas les tirer, système anglophone par là, système lusophone par là, système franc. Mais les Toubabs sont forts. Ils sont forts, ils prennent le même peuple. Et ils créent 3 ou 4 entités. Ils créent la Guinée-Bissau, on leur fait parler portugais. On crée la Gambie, on leur fait parler anglais. On crée le Sénégal, on leur fait parler français. Et on crée une zone hybride, la Casamance, qui est entre la Gambie et le Sénégal. Comme je disais, si on les suit, on sera le seul pays du monde qui a un nord et qui n'a pas de sud. Et ils sont peut-être prêts à ça. Plus grave, les États africains doivent se déterminer sur une question.
la balkanisation de l'Afrique en 54 États. C'est Senghor qui a inventé le concept de balkanisation. Disons, qui a appliqué le mot balkanisation à l'Afrique. Moi, sans être Senghor et sans être à sa dimension exceptionnelle, je prétends qu'on est passé de la balkanisation à l'hyperbalkanisation. Le Soudan du Sud a été fractionné en 2 États. Et ils veulent créer encore un autre État dans le Soudan. Le Mali, ils veulent scinder l'Azawad du reste du Mali. La Casamance, si on les suivait, ils allaient essayer de le séparer du Sénégal. J'ai été en Centrafrique pour faire une médiation. Ils sont prêts à avoir Centrafrique du Nord, Centrafrique du Sud. Ils sont prêts à diviser la République démocratique du Congo en une dizaine d'États parce qu'ils disent que c'est trop grand pour les Africains, ça ne marche pas depuis 60. Il faut peut-être autonomiser la République démocratique du Congo et scinder. Ils sont prêts à casser la fédération du Nigeria. Conséquence, on va se retrouver avec 80 États en Afrique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire 100 km sans vous arrêter à une frontière. Vous êtes étouffé dans les frontières d'une Afrique hyper morcelée, hyper balkanisée. Donc les États africains ont une responsabilité. Est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à leur doctrine née en 1963 qui a enlisé l'Afrique dans le non-développement? Dans le non-développement. J'ai un ami ministre des Affaires étrangères qui était à Kuala Lumpur en 1980. Il dit qu'il trouvait, parce qu'il a vécu à la Patte d'Oie ici au Sénégal dans les années 60, il me dit qu'il y avait des quartiers comme Baïgaïndé, comme HLM à Kuala Lumpur, 1980. Aujourd'hui, à Kuala Lumpur, vous avez les gratte-ciel, les plus grands gratte-ciel du monde. Mahathir a développé son pays. Il a réglé 2 problèmes, le développement et la modernisation.